Nous avons choisi un cadre à la mesure du thème de cette émission consacrée à la paillette. Alors le cloître du couvent de la Légiane, c'est l'un des hauts lieux de l'histoire de la Corse. Ce couvent a retrouvé son clocher qui avait été détruit, s'était écroulé en 1943. C'est ici qu'il y a eu des consultes et puis c'est ici qu'a été proclamé Théodore de Nehoff, roi des Corses. Alors Abaillé là est sans doute ce que la Corse compte de plus authentique et de plus vrai. Cette forme musicale a traversé les siècles sans encombre pour survivre dans les pièves fermées comme le Bosio ou ici la Légiane, Orez, le Yunsan et Ontebalagne. Abaillé a donc a même failli disparaître, emporté par les nécessités du modernisme, et il a fallu le courage de groupes musicaux comme les Kiam et d'autres qui se sont battus pour que cette forme musicale survive. Elle fait partie aujourd'hui, partie intégrante du patrimoine de la Corse. Alors pour parler de cette paillette qui est aussi le chant de l'âme, chant des Corses, chant de la vie au quotidien, trois musicologues, François Berlingue, qui est ethnomusicologue chargé des cours à l'université de Corté, Minigal que tout le monde connaît, qui fait partie du groupe Chiamayalese et qui est aussi un musicien connu en Corse, et puis un invité de Sardaigne, Pietro Sasso, qui est professeur de musicologie à l'université d'Udine en Italie. Pietro Sasso est venu spécialement de Sardaigne pour participer à cette émission. Alors, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors François Berlingue, peut-être une première question. On parle beaucoup de la paillette, là c'est une mode, mais en fait c'est une forme musicale très mal connue. Oui, c'est une forme musicale qui est mal connue. Oui et non, parce qu'actuellement, il y a quand même déjà plus de 20 ans, même 25 ans que des gens travaillent pour justement lui redonner son droit de cité, je dirais, en Corse. Hein. Je crois qu'actuellement, on est arrivé à un stade où très peu de gens ne connaissent pas la paillette en Corse. Hein. Elle commence à franchir les frontières. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de la voir récemment, enfin récemment, il y a un an ou deux, donc aux Jeux Olympiques, à l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a un groupe de polyphonie a cappella, hein, on se précisera tout à l'heure ce que c'est qu'un chant a cappella, qui a obtenu une victoire de la musique. Donc, ce sont des choses qui commencent quand même à circuler un petit peu. Hein. On sort du cadre je dirais, du chant tel qu'on l'a connu pendant des années, qui ne quittait pas la piève dans laquelle on se trouvait. Quoi, je dirais. Ça commence à circuler un petit peu. Oui, mais la paillette a même failli disparaître. Il a fallu quand même le travail de beaucoup de personnes pour essayer de conserver cette forme musicale. Je ne sais pas si elle a failli disparaître. Disons qu'elle était chantée dans certains coins un petit peu isolés. Et si on compare avec le résultat actuel, effectivement, maintenant, elle est beaucoup plus chantée qu'il y a, je calcule mal, là, une vingtaine d'années, 20-25 ans. Oui. Et il y a 20-25 ans, c'était peut-être plus les anciennes générations qui les chantaient sans qu'il y ait vraiment une retransmission importante auprès des jeunes générations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de jeunes gens qui la chantaient à cette époque-là. Mais il y en avait rarement. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes gens qui ont repris le relais. Les jeunes générations assurent maintenant la chose. Alors, on va beaucoup parler, mais on va aussi chanter dans cette émission qui va se composer en trois parties. D'abord, qu'est-ce qu'une paillette, comment on la chante, les différents bersi, c'est-à-dire qu'on ne chante pas de la même façon à Orez, à Légiane, dans le Bosio. Puis on finira sur les différentes formes qui sont le madrigal, et il y a Idercet, il y a Baillel, et puis aussi le chant sacré. Alors, pour illustrer cette partie chantée, les Chiamayalese qui nous ont rejoints ici au couvent d'Alejani, je voudrais les remercier parce qu'ils sont en tournée, et ils ont beaucoup de travail, ils ont peu dormi, alors il faudra un peu les excuser. Alors, il y a Maï Pêche, Thierry Pêche, François-Xavier Prosperi, et puis un ami de Sardaigne, c'est Ioanni Pina, qui fait partie des chantres de Cassel-Sardo, un habitué de la Corse. Alors, François Berlingue, on va demander au Chiam de se mettre d'être prêt pour cette première partie. Alors, une paillette, là, qu'est-ce que c'est? Alors, on va peut-être commencer à décortiquer un peu la forme musicale de la paillette. On va commencer par le début. Je veux dire, il y a essentiellement deux formes musicales. Hein. C'est très global, ce que je dis, très, très générique. Il y a une forme qu'on appelle le chant monodique et qui chante à une seule voix ou à plusieurs voix qui chantent à l'unisson, c'est-à-dire la même chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le chant polyphonique. La polyphonie implique une simultanéité des voix, donc plusieurs sons en même temps. Hein, et donc la paillette est un chant qui fonctionne à trois voix, hein, avec une voix principale qu'on appelle azegonde, une voix plus basse qu'on appelle donc uas ou abrim, et une voix qui est supérieure et qu'on appelle aderza. Alors, démonstration. Voilà, démonstration. On va commencer donc par Aoggi Lisegonda. C'est Maï Pêche qui va la faire. C'est Maï Pêche qui va la faire. Très bien. Que
autre voix. Voilà. Donc c'est une voix qui fonctionne, c'est une ligne mélodique qui fonctionne sur peu de notes, en fait, 5-6, avec beaucoup de mélisme et pas d'arrêt sur les notes. C'est-à-dire que les notes glissent l'une sur l'autre, ce qui donne ce côté très, très riche du chant. Alors, deuxième voix. La deuxième voix, donc celle qui rentre juste après, qui vient se greffer de suite sur la voix de seconde, c'est la voix de basse que va faire François-Xavier, je suppose. Alors, il manque une voix. Voix de basse qui fonctionne essentiellement sur les intervalles de quarte et quinte. Hein. Et une troisième voix qui va venir se greffer un petit peu plus tard, c'est la voix de tarte. C'est la voix la plus aiguë. Hein. C'est la voix la plus aiguë. En fait, je ne l'ai peut-être pas dit, mais prime, seconde et tarte, c'est uniquement un étagement des voix. A prime, c'est la plus basse, la seconde est au milieu et à tarte, c'est au-dessus. Hein. C'est simplement pour situer la position des voix. Alors, donc, on va écouter une paillée la complète. Hein. Voilà. Et là, la troisième voix va s'ajouter, c'est Thierry qui va la faire. Pietro Sasso, je rappelle que vous êtes professeur de musicologie à l'université d'Udine dans le nord de l'Italie, vous êtes sarde d'origine. Est-ce que cette forme musicale est très ancienne? Questa forma musicale è antica. C'est très ancien, effectivement, mais je crois surtout qu'il serait intéressant de faire le parallèle avec la Sardaigne. Ces chants peuvent avoir quelques points communs avec la Sardaigne du Nord, de la Galoura jusqu'à Sassari, qui avait également une façon de chanter très ressemblante. Elle a aujourd'hui disparu. Mais la différence essentielle se trouve dans le nombre de voix. En Sardaigne, il y en a 4. Mais c'est vrai aussi que dans certains répertoires sardes très anciens, j'ai pu entendre 3 voix, surtout dans le chant religieux. Désormais, le chant polyphonique s'est stabilisé à 4 voix, avec une basse, on l'appelle contro. Elle est décalée d'une quinte, mais elle fait bloc avec l'ensemble. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix. Il y a la voix médiane qui est l'équivalent de la seconde chez vous. C'est elle qui fait la mélodie. Il y a enfin le contralto, la voix aiguë, le mezzo-bocche, comme on l'appelle dans la Barbagia. Elle fleurit, elle décore et reste au-dessus. Même s'il y a des différences importantes entre le nord et le centre de la Sardaigne, la structure du chœur est assez stable, mais le style corse est le plus proche de celui de la Galoura. Dans l'histoire, il y avait le chant grégorien, par exemple. Est-ce que la paillette est une forme à part, ou est-ce que c'est une forme de chant grégorien? Canto gregoriano, ma è un po' difficile dire questo. Il est difficile d'affirmer qu'il y a des ressemblances avec le chant grégorien. Moi, je ne le crois pas. Tout ce que l'on peut dire, c'est que certains aspects du chant religieux peuvent avoir quelques affinités avec le grégorien. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de ressemblance. Secondo me non si può parlare di questo collegamento col canto gregoriano. C'est une forme originale. Ce qui est d'original, c'est la façon dont on traite la structure mélodique. Hein, parce qu'on retrouve la même structure en Sardaigne, en tout cas dans la Galoura. C'est une structure qui est, on rentre un peu dans les termes techniques, mais c'est une structure qui est tétrapentatonique, qui fonctionne sur un intervalle de quinte, avec une tierce qui est très mobile,
Donc c'est la façon dont on traite en fait la structure mélodique qui est originale. On va peut-être demander aux tiens de se préparer pour une petite illustration de chant sarde, puisqu'on a notre ami de Castelsardo qui est venu. S'ils peuvent se préparer en attendant, continuer à discuter, s'ils peuvent essayer de nous trouver une petite forme de chant de Sardaigne. Oui, et Pietro Sasso, je parlais de référence dans l'histoire. Donc, est-ce qu'il y a des origines écrites? Est-ce que c'est un chant écrit ou est-ce qu'il est uniquement oral? La tradition est orale, naturellement. La tradition est orale, naturellement, mais la base des chants, surtout dans le nord de la Sardaigne, est essentiellement religieuse. Sur cette base de chants religieux est venu se greffer le style et la forme des chants profanes. La transmission est toujours orale, avec une forte spécialisation des chanteurs dans une même communauté, parce que ces chants sont difficiles à interpréter, ils sont très particuliers et tout le monde ne peut pas les chanter. Je voudrais aussi ajouter une autre différence entre Corse et Sardaigne. Il y a une intonation particulière de la tierce qui, chez vous, est indéterminée. Elle est tantôt majeure, tantôt mineure. En Sardaigne, par contre, cette voix est toujours stable. Vous connaissez la Sardaigne, puisque vous avez chanté avec des groupes sardes. Est-ce que vous êtes d'accord, se dit Pietro Sasso, est-ce que vraiment il y a des points communs ou est-ce que ce sont des chants foncièrement différents? Foncièrement différents, je ne trouve pas foncièrement, hein, puisqu'il y a des choses que l'on peut mettre en rapport entre le chant Padiel et celui du nord de la Sardaigne. On est bien d'accord. Hein. Il s'agit du chant de la Gallura et des zones qui sont à côté de la Gallura. Nous ne parlons pas de la Barbagia, pas du canto a tenore, qui est une autre polyphonie. Bembai. Qui est très culturel. Hein? Oui, c'est un son très particulier. Les structures de voix aussi ne sont pas tout à fait pareilles. Mais si on parle du chant de la Gallura, il y a quelques affinités quand même. Dans l'accord final de la chute, je dirais, du chant Padiel, si on rentre un tout petit peu dans le détail technique, hormis le fait qu'il manque la contre, on a quand même un accord qui est semblable, c'est-à-dire... Il manque la contre, mais elle est remplacée par le mouvement de la basse dans le chant corse qui alterne entre les deux. Alors que en Sardaigne, en Gallure en tout cas, il y a un chant qui est... Enfin, les deux voix de basse sont tout le temps parallèles, comme ça forme une espèce de bloc. Alors, on va peut-être d'abord illustrer cette conversation très technique. Alors, messieurs, un exemple avec le Minigal sur ce qu'est le chant sarde, puisque c'est intéressant de faire référence à l'île voisine, je crois, François Berlingue, puisque ça nous permettra de mieux situer la polyphonie corse. On va entendre un chant à 4 voix. C'est un chant à 4 voix. À 4 voix, oui. Bruna, la me bruneda beda, 5, 4, 3, 2 e 1, la me bruneda bruna. Ah, la me bruneda, 5, 4, 3, 2 e 1, la me bruneda e bruna, la me bruneda e bruna. Ah, la me bruneda, 4, 3, 2 e 1, la me bruneda e bruna, la me bruneda e Pietro Sasso, en fait, on démontre que Corse et Sarde peuvent chanter ensemble. Quand je vais à Castelsardo, en Gallure, grâce au contact continu Corse-Sardaigne, on chante des chants de la Corse. E poi tra amici cantano sempre i canti della Corsica, gli amici di Castelsardo, mentre invece non potrebbero... Par contre, les Gallouraises, ils ne pourraient pas interpréter des chants de la Barbagia. Ce n'est pas possible, même s'ils habitent tous en Sardaigne. Voilà, bien, alors après avoir expliqué comment chanter une padiella, on va peut-être maintenant vous expliquer les différentes façons de la chanter. Vous savez que la Corse, il y a beaucoup de micro-régions
comme le Bodiu, comme la Ligiani, le Giunsani, où les polyphonies se sont conservées parce que c'est des régions très fermées qui ont peu communiqué avec l'extérieur, ce qui a peut-être sauvé la païlla de l'oubli et aussi, bon, elle est aujourd'hui, elle fait partie de notre patrimoine, on le disait tout à l'heure. Alors François Berlinghi, en Corse, on ne chante pas de la même façon partout. Alors peut-être deux mots, Warsu, qu'est-ce que c'est Warsu? Warsu, ça vient d'un mot latin qui est versus, c'est-à-dire manière de. À l'origine, le Warsu, c'est le sillon que trace le soc dans la terre, et c'est le demi-tour du sillon, c'est-à-dire c'est le retour d'éléments identiques. Et en fait, on s'aperçoit que quand on chante une padielle, c'est très court, hein, c'est 3 fois la même chose, et puis si on continue, on fait pendant des heures la même chose. Donc c'est le retour d'éléments identiques. Bon, et là, on a donc différents berces d'une région à l'autre. Hein. Oui. Donc, en plus, le mot berce en Corse, il regroupe à la fois la façon de chanter, il regroupe l'air, et beaucoup de choses. Hein. Donc c'est un mot qui a beaucoup de facettes. Et donc, de la même manière que d'une région à l'autre, il y a des différences dans la façon de parler, dans les mots, dans le vocabulaire corse, il y a des petites nuances au niveau du chant. Mais ce sont des nuances d'interprétation, en fait, parce que la structure, elle est partout pareille. C'est la mélodie qui change? C'est la façon c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, la façon de porter la mélodie qui change. C'est les ornements, c'est les mélismes qu'on y met, à riocate, comme on dit chez nous. Hein. Donc, c'est la façon de porter les voix. Ménigal, est-ce que vous avez répertorié de nombreux berces en Corse? Est-ce qu'il y en a beaucoup? On avait fait ça, oui, à une certaine époque, et on s'était aperçu qu'il y avait des différences. Donc, comme vient de dire François, non seulement chaque village pouvait avoir donc sa façon de porter le chant padielle, mais même d'un individu à un autre, il y avait des différences. Donc il y avait des différences dans le même village, il y avait des différences. Dans le même village, il y avait des différences d'une personne à une autre. Et qui sont dues à quoi? Qui sont dues, je pense, à la personnalité même du chanteur, et à la voix et à la façon dont il l'interprète, je dirais, cette chose. Ça reste dans une trame qui est la même, mais d'une part, chaque région, chaque village a apporté sa personnalité, et puis chaque individu au sein du village y a apporté également sa propre personnalité et sa propre interprétation. Non? Alors justement, il y a d'abord les thèmes. Alors, on chantait quoi en païlla? On chante l'amour, la mort, la vie au quotidien. Qu'est-ce que ça illustre quoi? C'est la vie, tout simplement, la païlla? J'ai entendu chanter tout, hein, tous les thèmes. Tout. La mort, l'amour, la vie, la guerre, tout, l'humour. L'érotisme. Oui, ce qui est vrai aussi. Est-ce que la païlla, en fait, c'est le reflet de la vie en Corse d'autrefois? Est-ce que vous êtes un ethnologue aussi? Est-ce qu'on retrouve dans la païlla des aspects ou des indices qui permettent de mieux connaître la vie rurale d'autrefois? J'en suis pas tout à fait convaincu. Je pense pour moi que le texte est plus un prétexte à la rencontre des voix, au chant donc à plusieurs, plus que le contenu. Parce qu'en fait, lorsqu'on entend une padielle, telle qu'on l'a entendu tout à l'heure, hein, chantée par Maï avec les voix par-dessus, si on n'est pas un habitué, on n'en comprend pas les paroles. Je me demande si, en fait, si la sémantique du texte a une grande importance. Pietro Sasso, vous êtes d'accord? Sì, infatti poi a me colpisce molto questa... Ces différences me touchent beaucoup, car en Sardaigne, cela n'existe plus, spécialement en Galour. Il n'y a plus dans cette région des formes qui permettent d'évoquer des thèmes de la vie, parler de l'amour ou bien d'autres choses. Il y a seulement une forme religieuse avec des paroles et des mélodies qui sont toujours identiques. Ici, par contre, il existe une richesse qui permet d'évoquer la vie de l'homme et même de créer des formes neuves. En Galour, cela n'est plus possible, la forme est standardisée. En Galour, c'est tout simplement la richesse du passé qui a aujourd'hui disparu. Ici, en Corse, elle survit encore. Alors, François Berlinghi, on va peut-être commencer je vais demander à Ménigal de rejoindre les Chiama Gallesi, on va peut-être commencer à illustrer ces différents berces. Alors, nous en avons choisi pour mieux vous faire comprendre les différentes formes musicales qu'il y a en Corse, 5 versi. Alors, on va avoir le verso de Rusio, qui est donc un village qui se trouve entre le Bodiu et Saint-Laurent. On va avoir le verso di Zio Filippolo de Bustani, qui était un vieux monsieur Filippolo Dadè de Bustani, qui avait sa façon à lui de chanter la païlla. On aura le verso de Rizza, donc Rizza, région limitrophe à la Ligiani. On aura le verso di Odiu, c'est en fait la païlla qu'on chantait un peu partout dans les villages du Bodiu. Et puis pour finir, on aura le verso di Taio Isolaccio, qui est un village en Haute-Corse, au-dessus entre Moriane-Plage et Folelli. Hein. Alors François Berlinghi, donc est-ce que c'est vous en fait qui avez fait le choix? Est-ce que
ce choix a une signification ou c'est des choix que vous avez fait comme ça au hasard? Non, ce n'est pas un choix au hasard, ce sont des vers qui sont relativement différents, je dirais, pour qu'on puisse sentir vraiment la différence entre les uns et les autres, hein, dans la façon de les porter, dans la façon de placer les mélismes, qui ne sont pas sur les mêmes pieds du vers, donc qui sont des endroits différents, de façon, parce que sinon, je dirais, entre les différents berces du Bauge, ils sont tous plus ou moins semblables, même s'il y a une petite différence, elle n'est pas toujours notable comme ça. Là, on a fait un choix de vers, c'est vraiment différent, de façon à ce que la différence soit perceptible, même à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en entendre. Alors, on va demander à Magalhães de nous chanter en fait 2 strophes, hein, parce que l'émission ne dure qu'1 heure. Alors, François Berlinguet, on commence donc par ce berceau de Rouge. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'on peut donner un petit mot de commentaire sur ce berceau? De particulier, c'est sans doute les mélismes de la voix de seconde qui sont très importants. Alors, à vous pour le berceau di Rosio. Imprestami Voilà, alors le deuxième auberge demande au Chiame de rester en place. Le deuxième auberge, c'est le berceau di Zio Viluppo. Alors, Zio Viluppo Taddei, que nous avons bien connu, c'est l'un de ces vieux monsieur qui ont porté l'héritage, qui nous ont transmis en fait l'héritage qu'est la paillée là, à vous, jeunes, et à tous les jeunes qui chantent aujourd'hui. Alors, Zio Viluppo de Bustani, alors qu'est-ce qu'il avait de particulier ce chant? Il avait une façon de chanter la paillée qui lui était tout à fait personnelle. Hein. Et puis, bon, ça fait partie d'une structure qu'on appelle le verso mozzo, sur lequel il a ajouté une riucada qui a fait l'originalité du verso, et on va l'entendre de suite. Alors, verso di Zio Viluppo di Bustani. Voilà. Tante sospere c'est qu'il fonctionne d'une manière différente par rapport aux autres. Hein. Il y a la basse qui arrive un peu plus tard que sur les vers qu'on appelle les vers si longs, hein, et la tierce arrive sur la seconde partie du chant. Donc elle est sur la seconde phrase uniquement. Pietro Sasso, un commentaire sur ces 2 formes de chant? Queste 2 forme di canto, se ci sono affinità. Ces 2 formes de chant que l'on vient d'entendre ont des affinités. A me colpisce questo, vedere come une chose est remarquable. Dans chaque localité, il existe un style différent. C'est le résultat de la tradition orale, dans le sens où tous les chants ont une particularité liée aux personnes et à la tradition. En Sardaigne, nous avons cela dans la Barbage. C'est le cœur de l'île. Il cuore della Sardegna.
il centro della Sardegna. Lì abbiamo una situazione... La situation comparable au Roun, au Biti, Orgozzolo, Mamoiada. Chaque village a son style et ses différences que l'on reconnaît tout de suite, comme ici en Corse. Si riconoscono subito, come succede per il canto qui per questo repertorio. Quindi c'è questa Il y a la possibilité de reconnaître l'origine d'un chant dans la façon de mettre la voix, par exemple. Il modo di mettere la voce, i melismi, no? Le fioriture che sono proprio il segno della... Alors, pour ce troisième exemple, on va aller en fait tout près, on va passer le col d'Arcarotte qui est au-dessus de nous pour nous rendre dans la Pieve d'Orezza. Alors là, François Berling, on chante encore la paillette d'une façon différente. Oui, d'une façon différente. Déjà, sur les enregistrements anciens qu'on a, je veux dire, le ton est déjà très haut, parce que c'est une région où on chante très très haut par rapport à d'autres régions, entre autres par rapport à Taïsolach, où la façon de chanter, enfin, où le ton est beaucoup plus bas en général. Donc il y a déjà même à ce niveau-là une différence. Hein. Je ne sais pas si c'est lié à la géographie. Et puis le débit est quand même assez rapide. Hein. Donc je crois que c'est le vers de Mario Mattei qu'on va entendre, et le débit est assez rapide par rapport à certaines régions. Alors on vous écoute le Wassuarezza. Se Moida non ti è piaciuta, mais je l'ai espressa, ti piace la Cavresca et les autres chanteuristes. Donc, peut intéressant de dire aussi les paroles, parce qu'on a du mal souvent à saisir, vous le disiez tout à l'heure, et après on finit, et ogni volta che s'affile les jours de la gavezza. Bon, alors ce chant d'Orezza, donc une fois de plus, c'est encore différent. Vous disiez qu'il est beaucoup plus aigu, en fait, dans la manière de chanter. Oui, hein. Beaucoup plus, placé beaucoup plus haut, le débit est plus rapide, et puis il y a une originalité par rapport à certaines régions, c'est qu'il y a un changement de mode à l'intérieur. C'est qu'on passe d'un pseudo majeur à un pseudo mineur, on bouge, et la tonalité elle n'est pas très stable. Et... Questa stabilità, cette instabilité majeure-mineure est un signe de la diversité et de la richesse des styles. È uno dei segni della vostra differenza di stile. En Corse, un chanteur peut interpréter la forme de plusieurs villages ou régions. Un cantore può eseguire lo stile di vari altri paesi. In Sardegna questo En Sardaigne, c'est impossible, surtout dans la Barbagia. Specialmente in Barbagia. Un chanteur qui chante à Orgozzolo ne peut interpréter la forme de Biti. Par contre, en Galour, celui qui chante la forme d'Adjus peut chanter également la forme de Castelsardo. C'est la langue qui fait la différence. Vous, en Corse, n'avez qu'une seule langue que l'on peut appeler nationale. Vous avez aussi un chant national. C'est ce qui nous manque en Sardaigne. Alors, nous allons encore changer de piève et au lieu de partir vers le nord, on va partir vers l'ouest, dans la piève du Udio. Le Udio, Sermano, Bustani, Goalci, Favalli, le Sant'André, la Mazzio, les compagnies. Alors là encore, le Boudio, c'est vraiment le haut lieu de la paillée. Là-bas, c'est une région, d'abord une haute vallée fermée. Alors je vois que, en fait, c'est peut-être grâce au Boudio, je ne sais pas si on peut le dire, que c'est conservé cette forme musicale. Probablement. Est-ce qu'on peut affirmer de cela aujourd'hui? L'affirmer, je ne sais pas. En tout cas, c'est une région où on a retrouvé beaucoup de choses et où beaucoup de choses ont été transmises. Il faut aussi dire que maintenant, on a peut-être plus de facilité qu'avant, parce qu'avec la diffusion des disques, en même temps plus de facilité et aussi beaucoup de dangers, parce que les vers ont tendance à s'amenuiser, à se réduire, quoi. On retrouve les mêmes de partout, parce que maintenant, justement, ils sont diffusés, ils sont diffusés à grande échelle. Donc, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part quelques-uns qui sont capables de les chanter à peu près tous, je dirais, hein, ils sont là présents. Et ils s'amusent beaucoup. Et ils s'amusent beaucoup. Sinon, la plupart des gens qui chantent presque tous le vers sur le Sermano de Rouge. Je veux dire, le tour est vite fait, quoi. Alors justement, on va... À cause et grâce, ou je ne sais pas comment dire, quoi.
Voilà. Alors nous allons donc écouter ce fameux basso Buzinco. Alors François Berlinguer, on voudrait surtout s'excuser auprès d'autres chanteurs d'autres régions de Corse, comme le Yonsani, où on chante beaucoup avec une forme très particulière, le Cap Corse, on a chanté aussi le Niolo, il ne faut pas l'oublier, les régions de Pianello, le canton de Serres, le Fiumorbo, et puis le sud aussi, on a chanté la paillette dans le sud. Donc cette émission de 50 minutes ne nous permet pas de vous montrer toutes les formes de paillette qu'il y a en Corse, mais je crois qu'on a chanté la paillette un peu partout en Corse, François. Partout en Corse. En tout cas, la polyphonie. Je ne sais pas si le mot paillette convient de partout, mais en tout cas, la polyphonie, c'est sûr. D'un point de vue du chant sacré, on en parlera tout à l'heure puisqu'on va avoir un petit exemple de chant sacré. Le chant sacré en polyphonie se retrouve dans toute l'île. Hein. Donc au moins au niveau du chant sacré, la polyphonie existait à peu près de partout. Dans le sud, on a chanté la paillette. Dans le sud, on chante la paillette, dans certaines régions. Dans d'autres, on a dû la chanter, mais il y a des régions où on en a même perdu la mémoire. Hein. Alors on va toujours rester en Haute-Corse, dans la région de la Castagniccia. On va partir vers le nord, alors là, face à la mer, c'est la région de Tavagne, hein, avec un point fort, c'est Taglio Isolaccio, qui est la patrie du poète Paolo Idaio, qui avait composé O Lamentio Castagno. Alors, à Taglio, bon, c'est un haut lieu de la chanson corse aussi. Hein. Oui, à Taglio, il y a, là aussi, c'est ce que s'expliquait tout à l'heure Minigale, on a 2 ou 3 vers différents, rien qu'à Taglio Isolaccio. Hein. Je crois que celui que pour nous chanter les Chiami, c'est celui que chantait Giulio Bernardini, qui est une des formes du chant de Taglio. Qui est le père des Mouvrines. Le père des Mouvrines. Le chanteur voilà. qui a disparu très tôt, qui a été l'un des promoteurs, l'un de ceux qui nous ont transmis la polyphonie. Qui a fait partie d'Arilio a 270, voilà, qui a fait partie de tout ce mouvement-là. Demander à Minigale de nous rejoindre au Chiam et peut-être de reposer quelques instants leur voix, parce que je sais qu'ils sont en tournée, donc ils ont un été difficile. On ne saurait trop les remercier d'avoir accepté de participer à cette émission au fin fond de la Legiani. Alors, Minigale, on a écouté 5 formes différentes. Hein. Vous avez retrouvé comment ces formes? Vous les avez travaillées? Vous êtes allé écouter dans les villages? Comment ça s'est passé, ce recueil de différentes versi? On a été dans les villages, en fait. On a été avec les gens. Et on a chanté avec eux. Je ne sais pas si on peut dire qu'on les a vraiment appris, je dirais, au millimètre près. Disons qu'on a essayé et c'est à peu près ce spectre-là.
j'en profite pour m'excuser auprès des gens des villages si on ne reproduit pas exactement tout à fait la façon, parce que ça a en plus évolué dans nos têtes et on n'arrête pas d'interpréter. Hein. Sinon, il faudrait rester constamment dans le village en question et chanter avec les gens. Mais sinon, à une certaine époque, donc, on allait dans les villages et on passait même plusieurs jours avec les gens à chanter avec eux. C'est comme ça qu'on apprenait sur le tas, hein, en quelque sorte. Et après, on tirait des conclusions à tête reposée. Mais Pietro, ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'il n'y a rien d'écrit. Hein. En fait, tout est oral. Hein. Tout est oral. Et c'è una cosa da Tout est oral, mais il faut considérer une chose si on évoque les échanges d'un village à l'autre. Tra un paese e l'altro. Quand on voulait interpréter la forme d'un village, il fallait l'écouter, l'apprendre, puis chercher à l'imiter. Aujourd'hui, il faut prendre en compte le phénomène du disque ou de la radio. On écoute toujours les mêmes interprétations. Dans le passé, par contre, il fallait mémoriser l'idée générale d'un chant et chaque fois qu'on l'interprétait, il n'était jamais pareil. Parce que dans la tradition orale, les chants et les voix évoluent. Perché poi se lo ripeteva non era mai identico, proprio perché nella tradizione orale i canti cambiano. Certains affirment « j'interprète les chants comme avant », c'est impossible. Vous pensez qu'on a tendance à uniformiser aujourd'hui? On crée une uniformité qui n'était pas possible dans le passé. C'est ainsi que se perd une forme très ancienne de la communication de masse. Parce que tout à l'heure on parlait donc des différences entre les régions, mais même d'un individu à l'autre, je veux dire, même Maï qui chante depuis des années maintenant et tous les jours, je suis sûr qu'il ne fait pas 2 fois de suite le même. Quand il chante le verse de rouge, il ne met pas toujours le réoca au même endroit, il la modifie selon son humeur, selon les capacités qu'il a, selon la forme dans laquelle il est, je veux dire. Il ne fait pas la même chose. Donc apprendre avec quelqu'un qui vous dicte le chant, enfin qui vous le dit comme ça, et qui le répète en le modifiant à chaque fois, dans la tête, la structure de construction est différente. Alors qu'écouter un disque, le repasser des heures et des heures, on finit par avoir une image figée de ce qu'on entend et on reproduit exactement, comme disait Alain tout à l'heure, au millimètre près. Oui, Minigal, vous pensez que c'est un danger de standardiser la paillée là aujourd'hui? Je dis les 2 aspects de ce que je pense. D'une part, il y a le danger suivant, à mon sens, hein, c'est que quand on est originaire de quelque part, le chant, c'est comme le reste, hein, tous les détails qui font notre environnement, on y tient. On y tient et on n'a pas envie que ça change. C'est-à-dire que si on est habitué depuis qu'on est né à ce que nos parents, nos grands-parents aient chanté de cette façon, demain, si des étrangers, entre guillemets, arrivent, prennent la chose et la font évaluer d'une façon qui ne correspond plus à nos repères, il y a quand même un malaise. Hein. Il y a une perte de quelque chose qui nous est affectif et qui nous est intime. Hein. Maintenant, il y a le fait aussi qu'il y a un peu un choix, hein, où c'était ça, ou alors peut-être que cette chose à laquelle nous tenions, de toute façon, elle devait disparaître. C'est-à-dire que l'autre aspect, ça se standardise d'une part, mais d'autre part, la forme, elle va peut-être continuer, être sauvée. Un mot rapidement, Pietro, rapidement. C'est vrai, aujourd'hui on a tendance à standardiser, mais il faut tenir compte de la personnalité des chanteurs. Chaque interprète veut se singulariser, apporter sa touche personnelle, ce qui évite de trop standardiser le chant. C'est aussi ce qui sauve la tradition orale. La salva e restituisce la verità della tradizione orale, insomma. Alors, il nous reste 10 minutes pour aborder la dernière partie de ce territoire spécial paillé sur les différentes manières de chanter en polyphonie en Corse. Alors, je rappelle quand même qui sont les chanteurs. Bon, ils sont connus, mais il est toujours bon de rappeler leur nom. Il y a Maï Pêche, il y a Thierry Pêche, il y a François-Xavier Prosperi Minigal, qui à la fois qui est sur le deux tableaux, qui est à la fois théoricien et interprète. Et puis notre ami de Sardaigne, Ioanni Pina, qui a accompagné notre musicologue et qui lui fait partie des chantres de Cassel-Sardo, qui sont souvent venus en Corse d'ailleurs chanter. Alors François Berlinghi, dernière partie en 10 minutes, donc on va peut-être conclure là-dessus. En fait, il y a 4 ou 5 formes de manière de chanter. Il y a la paillée, là qu'on a entendu, donc on n'en parle plus. Il y a i terzetti, il y a i madrigali et puis au canto sacro. Alors, 2 mots pour chaque forme, peut-être. Oui, donc, la paillée, on vient de l'entendre, c'est un... Donc, toutes ces formes-là fonctionnent à 3 voix. Donc, les exemples qu'on vient d'avoir correspondent à peu près à tous les types de chants. Hein. Alors, i terzetti.
Donc, déjà, pour la padielle, 2 mots avant de passer au tercet, c'est que c'est un chant qui fonctionne sur un 6-1, ce qu'on appelle un 6-1 octosyllabe, c'est-à-dire un couplet de 6 vers avec 8 pieds à chaque vers, c'est-à-dire à 8 syllabes. On n'en chante que 4. Hein. Là, on n'en chante que 4. Hein. Alors, il faut le préciser, on n'en chanté que 4 parce que bon, l'émission ne pouvait pas durer plus d'1 heure. Sinon, ça aurait pris plus de temps que ça. Le tercet, lui, est un chant qui est construit sur un couplet de 3 vers, de 11 pieds chacun. Donc, ce sont un tercet en décasyllabique de 11 pieds. Le madrigal, lui, est une forme tout à fait à part parce qu'à chaque structure poétique correspond à une structure, je dirais, musicale. Hein. Donc, ce qu'on a l'avantage entre la padielle et le tercet, c'est qu'on peut chanter les textes d'une autre région avec son propre verso. Parce que l'adaptation ne pose aucun problème. Alors écoutez François, moi puisque le temps passe très vite, on va vous demander de peut-être commencer par les tercets. Je vais demander au Camaïalais de chanter 2 strophes seulement, hein, chaque fois, ou une strophe. Alors on va peut-être commencer par écouter au tercet. Alors, 2 mots sur le tercet, François. Je disais tout à l'heure, une structure sur 3 vers, hein, donc, qui est un peu différente de la padielle, puisqu'il n'y a que 2 vers. Hein. C'est très beau. Hein. Ouais, c'est une structure sur 3 vers, avec une harmonisation qui est un peu plus, je dirais, verticale que dans la padielle, hein, où il y a ça fonctionne sur un principe d'accord. Hein. On la chante à quelle occasion? Le tercet, ça chante quand et pourquoi? Le tercet, généralement, ce sont des chants d'amour ou de départ ou d'exil. Hein, je veux dire. Donc, bon, ce sont des lamenti, en fait. C'est très nostalgique. Hein. Voilà, ce sont des lamenti qui sont chantés en polyphonie. Alors, deuxième forme de chant, c'est le madrigal. C'est quoi un madrigal? Madrigal, donc, le mot madrigal en lui-même vient de, je pense, de matricalis, qui voudrait dire à l'opposé du chant d'église, du spirituel, donc du chant de la terre, chant de langue maternelle. Hein. Provano. Voilà, Provano. Hein. Et donc, les seuls qu'on ait retrouvés sortent de taille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu ailleurs. Hein. Les seuls qu'on connaît, en tout cas. Les seuls qu'on connaît actuellement sortent de taille. Voilà, donc il y en a 3 connus de taille. Il y a Padre, il y a Ecobel et Rosignolo. Je ne sais pas lequel. Ecobel, hein. Voilà, Ecobel, voilà. On écoute Ecobel. Pietro Sasso, est-ce que cette forme musicale, au point de vue technique, est très différente des autres, ou est-ce qu'en fait c'est toujours la même forme? Dunque, stavo osservando come la... J'étais en train de remarquer que les terzeti ont une forme plus simple que les madrigali. Nella sua semplicità rispetto al madrigale,
Ils sont proches de certains chants qui existaient en Sardaigne, surtout dans le nord. On les appelait terzini. Ils étaient en décasyllabes et souvent improvisés. Ils faisaient référence à la mythologie et au passé. Oppure testi che avevano un riferimento anche alla mitologia, testi importanti. Par contre, le thème du madrigal fait appel à un autre répertoire, amoureux par exemple. Voilà, donc nous sommes ici au couvent d'Alegiane et je le répète, alors nous allons terminer cette émission, il nous reste 4 minutes, par un chant religieux, puisque François Berlingue, le chant sacré, c'est quand même quelque chose d'important aussi pour la polyphonie. Alors, 2 mots rapidement, et puis nous allons conclure avec un chant sacré. Je demande au Kamayalais d'en choisir un, je crois, je ne sais pas ce qu'ils vont nous chanter. C'est le Lux d'Erne, non? Un Kyrie. Ils vont chanter le Kyrie eleison. Alors vite, rapidement, en 30 secondes. Rapidement, il faudrait refaire un territoire pour le chant sacré, parce que là aussi, toutes les formes qu'on vient de voir dans le profane existent. Il faudrait un territoire pour chaque forme de chant. Oui. Donc on retrouve le même principe que dans le chant profane, c'est-à-dire qu'on a des chants monodiques, on a des chants polyphoniques, et bon, la structure est légèrement différente, parce que là, effectivement, le grégorien a joué un rôle important, hein, et les chants des franciscains, les chants des moines franciscains. Maintenant, sur la structure harmonique, vous verrez, enfin, vous entendrez en tout cas que ça ne change pas grand-chose par rapport à un chant profane. Il y a une correspondance entre les 2 types de chants, et souvent c'était les mêmes qui faisaient les 2, donc c'est ce que nous disions tout à l'heure avec le professeur. C'est les mêmes personnes qui chantent à la fois le sacré et le profane, donc il y a constamment une interjection entre les 2, et voilà. Bien, alors cette émission est terminée. Je voudrais remercier d'abord les participants, et particulièrement Pietro Sasso et notre ami du groupe de Cassel-Sardes qui sont venus spécialement de Sardaigne pour vous apporter vos connaissances et essayer de faire une comparaison entre les groupes corse et sardes. Je remercie aussi les habitants de l'Alegiane qui nous ont accueillis remarquablement pour cette émission consacrée donc à la polyphonie dans un lieu sacré qui est le couvent d'Alegiane et qui a retrouvé son clocher. Je crois que c'est une bonne chose, un clocher qui s'est écroulé en 1943. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le chant profane et sacré sur les polyphonies de la Corse, io canto nostale. Voilà, à bientôt, a Belgi e stiamo a sente i Yamaialesi o Kyrie eleison. Salve Santa Barnes, Elisa vuole bella legge, qui c'è lontano